comment sont nées les protections périodiques. De ça, en passant par ça, à ça, l'histoire de ces produits est intimement liée à deux choses. Un besoin créé par les industriels et au tabou autour des règles. Les linges menstruels, c'est pas forcément quelque chose d'un passé révolu, c'est quelque chose de très actuel et de l'ordre de l'avenir aujourd'hui. L'industrie menstruelle du jetable ne s'est pas imposée du jour au lendemain, partout en même temps, de sorte qu'il y aurait un avant et un après. Avant le développement des produits menstruels jetables, toutes sortes de linge étaient utilisés pour éponger le sang des règles. On a trouvé des traces de bâtonnets enrobés de bandelettes de lin ou de laine, sorte d'ancêtre du tampon, utilisé à l'époque de l'Égypte ancienne. Au fil des siècles, les femmes se servent de linge menstruel réutilisable qu'elles fixent à leurs vêtements grâce à des épingles ou des ceintures menstruelles. Ces protections varient en fonction de la classe sociale et des pays. Certaines brodent même ces bouts de tissu avec leurs initiales, comme cette aristocrate italienne. Il y avait toute une économie domestique autour de ces objets-là, on pouvait aussi les crocheter ou les tricoter. C'était des objets qui étaient fabriqués et entretenus par les personnes qui avaient leurs règles. Les protections deviennent jetables et produites en masse grâce à la Première Guerre mondiale. Oui, en 1910, l'entreprise américaine Kimberly-Clark, spécialisée dans la fabrication de papier, se met à produire du cellucoton, une fibre plus absorbante et moins chère que le coton, utilisée pour soigner les blessés. Kimberly-Clark va prétendre que ce sont les infirmières de guerre qui se sont servies de ce matériau pour leurs règles et qui auraient découvert la vertu menstruelle de ce matériau, ce qui est complètement faux. Il a vraiment été développé par des ingénieurs missionnés pour rentabiliser ce surplus. Kotex est la première serviette jetable qui connaît un véritable succès industriel dans les années 1920. Malin, oui, mais l'industrialisation de ces produits est surtout portée par un matraquage publicitaire de la peur qui consiste à dire aux femmes que leurs pratiques habituelles sont dégoûtantes, rétrogrades, sont dangereuses pour la santé. Et de l'aude à la modernité. Plus besoin de perdre du temps à laver son linge comme le faisait votre grand-mère. Les protections jetables sont les produits révolutionnaires de demain. Cette pub de l'autre mastodonte du marché de l'américain Johnson & Johnson, Modess, qui s'intitule Modernizing Mother, le montre bien. En gros, modernise ta mère, où on voit une jeune femme et une femme plus âgée. Et la jeune femme est en train d'enseigner à celle qu'on suppose être sa mère les pratiques de la jeunesse de l'époque. Donc elles dansent le charleston, elles font du ski, elles font du golf. Tous ces loisirs de classe dominante de la jeunesse des années 1920 sont associés au fait de porter des serviettes jetables de la dernière génération. Les publicitaires construisent aussi un imaginaire de la honte et de la saleté autour des règles dans les magazines américains. Les serviettes jetables sont vendues dans des boîtes grises avec une croix dessus et rien n'indique leur contenu. Pour éviter de demander à voix haute le produit en magasin, des coupons d'achat silencieux sont distribués dans les publicités. Les années 30 marquent l'arrivée d'un autre produit menstruel, le tampon, popularisé par Tampax. D'ailleurs, on ne parle pas de tampon, mais de serviettes hygiéniques invisibles ou de serviettes hygiéniques internes. La publicité pour les produits menstruels a été autorisée à la télévision dans les années 1970 aux États-Unis, mais il y avait des contraintes, comme ne pas montrer de sang et éviter certaines heures. Le mot règle a été prononcé pour la première fois à la télévision en 1985. Et il a fallu attendre 2018 pour qu'une marque utilise du sang de couleur rouge et non bleu dans une publicité pour serviettes hygiéniques. Les marques qui vont faire ces publicités vont prétendre lever les tabous à la construction desquelles elles ont eux-mêmes participé, parce que ces marques ne sont pas des marques nouvelles. Nana ou Libresse, qui ont montré du sang menstruel récemment, c'est des marques qui existent depuis très longtemps. Ce discours ambivalent se retrouve aussi dans la diversification des produits vendus, comme les culottes menstruelles ou encore les cups, pour séduire une nouvelle clientèle qui cherche des alternatives pour des raisons écologiques, économiques ou culturelles. Elle récupère ces alternatives qu'il est si difficile de construire étant donné l'omniprésence du discours qu'elles nous ont tenu depuis des décennies, à savoir qu'il n'y a que le jetable qui est propre, qui est sans danger, qui est acceptable. Et qui dit nouveaux produits, dit prix plus élevé. Depuis quelques années, on parle de précarité menstruelle. 30% des femmes menstruées n'ont pas accès à des protections périodiques en France. De nombreuses associations proposent des distributions de ces produits et dès 2024, les protections périodiques réutilisables seront gratuites pour les moins de 25 ans. Il faut essayer de penser la lutte contre la précarité menstruelle du point de vue du droit et du point de vue d'une approche globale. Quels sont les besoins aussi au-delà des absorbants? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que d'objets permettant de recueillir ou d'absorber le sang. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des petites pierres qui sont mises un peu de tous les côtés en même temps, mais qui ne permettent pas de saisir vraiment le sujet dans son ensemble.